Ben moi, je découvre le livre audio, c'est pour moi extrêmement récent parce que j'étais plutôt réticent. Alors j'étais réticent tout en me méfiant de cette réticence, que je trouvais un peu sotte, un petit peu à la manière des gens qui plaident encore pour le crayon et la gomme. Je fais partie des gens qui se servent du crayon et d'une gomme, mais c'est un petit peu imbécile de dire sans cesse du temps du crayon à la gomme, c'était pas, tout ça ne veut pas dire grand-chose. Faut accepter, voir ce qui se passe, comment les choses évoluent et bougent. Il est évident que le support audio pour moi était extrêmement dangereux parce qu'il raccourcissait, il donnait comment dirais-je, un enclos à ce que Duras appelait très bien le silence de la littérature. C'est-à-dire que c'était forcément une interprétation des textes, quoi. Et donc il y avait un parti de prix au départ, et il n'y avait pas ce grand champ silencieux justement entre le lecteur et l'écriture. Et puis entre le lecteur et l'écriture, il y a une exigence intime qui est là, qui je dis et qui aussi est intéressante parce qu'on a le droit d'y rêver, on a le droit de s'égarer, on a le droit de s'en échapper, on a le droit d'être distrait, on a le droit de, comment dirais-je, de perdre une page ou deux, c'est pas important. Quelque chose de profondément libre et intime. Alors, on peut me dire, mais oui, mais il y a les mêmes choses dans l'audio. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, je me disais, non, ce n'est pas possible, il y a un rythme inscrit par l'interprète. Et puis, j'en ai écouté plusieurs, beaucoup ne m'ont pas satisfait, parce que je trouvais que quelque chose n'allait pas forcément avec tous les auteurs. Et ça, je continue à le maintenir, en tout cas pour ce qui me concerne. Je crois qu'il y a des auteurs qui appartiennent intrinsèquement, profondément et définitivement à la littérature et qui ne peuvent être lus. Je continue à le croire. C'est mon problème d'interprète, d'homme de terrain, d'homme de métier. Mais il se peut très bien qu'il soit entendu. Écouter, c'est encore autre chose. Alors, au-delà de toutes ces prévenances dans mon raisonnement, bon, je trouve que c'est tout à fait formidable, à condition que ce ne soit pas, comme beaucoup de systèmes qui se mettent en place, soit de la vulgarisation, soit de la fainéantise. Il faut accepter ça comme un autre rapport avec la littérature, un rapport tout neuf, et dans ce sens-là, un rapport brutal, plein de surprises, plein de porteurs d'une nouvelle façon de recevoir la littérature. Dans ce cas-là, oui, c'est passionnant comme tout support. Mais comme tout support, si c'est passionnant, c'est aussi dangereux. Voilà, c'est ça. Alors voilà à peu près dans quel ordre d'idées tout ça m'intéresse, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut à tout prix soutenir ça, parce que c'est quand même beaucoup mieux d'écouter. Je parle par exemple le moment de la voiture, c'est un moment de carence, pour ne pas dire de vacances absolue, quoi. C'est le vide total. Et ben, surtout si l'on écoute la radio, c'est encore plus vite que si l'on, de temps en temps, l'œil se tourne vers la vache qui reste rarement sur la porte d'autoroute. Mais si on écoute la radio, c'est terrible parce que l'information est prise mais engluée dans une espèce de masse dégueulasse, quoi, collante. Voilà, de l'info, de la pub, du people, du petit billet rigolo, enfin tout ça est horrible, enfin, on n'en peut plus, bon bref. Ben, je me dis que dans ce cas-là, c'est très bien d'écouter un opéra ou d'écouter cette chose qui devient musicale et dont il faut se méfier aussi, parce que justement ça peut ne devenir que musical, qui est ce que nous propose un disque audio. Donc voilà, je pense que si on est suffisamment exigeant, et que le produit l'est aussi, ben, il y a un rapport qui est de l'ordre d'une satisfaction artistique. Il y a quelque chose qui est très troublant dans la lecture, c'est que l'on sent très profondément frémir sa solitude, quoi. Alors même qu'en scène, on est solitaire, mais on n'est pas en solitude, je ne sais pas comment dire, on est solitaire et on partage. Enfin, le débat qu'il y a entre nous et le texte, entre nous et une interprétation, se propose au regard de la réplique, au regard du public. Là, on a une curieuse machine qui pourrait ressembler à un scanner ou à ce genre de choses introspectives terribles, qui est un micro. On voit des gens derrière une glace qui vous entendent
extrêmement précisément, le moindre souffle, le moindre petit hoquet, petite anicroche, hop, est saisi immédiatement, multiplié par 100, grossi. Donc vous avez l'impression de vous voir nu dans une glace déformante, parce qu'il ne faut pas oublier que la voix ne ment pas. La voix ment moins que le regard. Un regard peut mentir, un regard peut séduire, peut toucher, peut planquer, peut opacifier, peut faire tout ce que vous voulez. Une voix a un grain qui dit si vous êtes bien ou pas bien, si vous êtes à l'aise ou pas, si vous êtes en équilibre ou non. Ce fameux médium, c'est magnifique, le terrain du médium. Et ce médium, après, avec lequel on se promène. Moi, je me promène. Alors, on va en haut, on va en bas, on va au milieu, on va là, on va là. Mais ça ne ment pas. Le fond est très, très, très fort. Alors, c'est vraiment un étrange moment. Et finalement, on se rend compte qu'on est à trois. C'est-à-dire la littérature, le texte, quoi. Vous-même qui lisez et vous parlez à un autre vous qu'est vous. Voilà, c'est le jeu qui est un autre, mais qui est de l'autre côté de vous, quoi. Je sais pas si je... Voilà, moi et moi, je ne fais qu'un, oui, mais lequel? Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très, très, très troublant, parce qu'on s'entend extrêmement... Au théâtre, on est parfaitement dédoublé, hein. On s'entend, on contrôle, mais en même temps, on est tellement dans l'incarnation absolue, quoi, que c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même exercice. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que on peut être un acteur magnifique et pas forcément un bon lecteur. Ça, j'en suis sûr aussi. Et on peut être un admirable lecteur, il y en a certains, et ne pas être un admirable lecteur. Vous comprendrez pourquoi je ne vais pas donner d'exemple. Voilà. Mais il y en a. Et ça dépend de l'interprète. Mais j'ai envie de dire que quand même, hein, en tout cas au théâtre, c'est comme ça. Hein. Le théâtre, c'est quoi finalement? C'est arriver à concilier le travail établi qui libère le malgré soi, quoi, qui libère un espace de liberté, mais il faut être totalement dans le travail établi. Donc on travaille énormément pour être on ne peut plus libre, pour on ne peut plus déraper par rapport au travail établi. Tout ça est très compliqué, c'est cet équilibre-là, cette espèce de fil de funambule qu'on n'attrape pas forcément tous les soirs. C'est pour ça qu'on revient tous les soirs pour être bien. Dans le cas de la lecture, moi je peux vous avouer très franchement que je travaille peu parce que je ne sais pas. Je travaille très peu. Sur le J'accuse de Zola, je suis venu en vieux militant de gauche depuis des années, avec mes convictions, mes indignations, ma sainte horreur de l'injustice, et je suis arrivé avec mon cœur plus qu'avec mon métier, quoi. Mais comme le texte lui-même est bizarrement, formidablement structuré, alors on a l'impression que le métier est tellement imprégné chez Zola. En combien de temps l'a-t-il écrit? Paraît-il qu'il l'a écrit relativement vite, mais c'est fou à quel point c'est un écrivain de métier qui a écrit ça, parce que le texte est très structuré, extrêmement fort, réattaque au moment où on pourrait commencer à être purement c'est purement de l'argumentaire, et là, ce coup, paf, une phrase qui saigne comme ça. C'est étonnant et très troublant, et en même temps, on a l'impression que ça a été écrit en 10 minutes, quoi, comme un cri de rage. Donc, est-ce que le métier se balade dans ses veines tous les jours que Dieu fait? Je ne sais pas. Et moi, je suis arrivé sur ce texte one shot, quoi. C'était un risque à courir, il semblerait que ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, mais c'était un risque à prendre, je l'ai pris. Mais je pense que d'autres textes méritent beaucoup de travail. Par exemple, il me semble impossible pour l'instant de dire Saint-Simon voilà, de le lire en audio. Celui qui essaierait de le faire, je lui conseille de travailler mais extraordinairement. Et je ne suis pas sûr qu'il y arrive, parce que je ne vois pas comment on se sort d'une phrase, de la longueur de phrase de Saint-Simon, qui n'a rien à voir avec la longueur de phrase de Proust, par exemple, c'est encore autre chose.